Bonjour à tous, aux abonnés d'Omerta d'abord, à ceux qui regardent notre chaîne YouTube. Je tiens en cette période de fête à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour votre fidélité. Vous êtes aujourd'hui 15 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube et ce, moins d'un mois après le démarrage de cette chaîne. Donc merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, Gérard Filoche. Alors Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui venu répondre à mes questions et retrouver les auditeurs d'Omerta. Plutôt que de vous présenter, de faire un état de tout ce que vous avez fait dans votre vie, j'ai quand même noté que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fait plusieurs métiers. Et alors, vous allez voir ma question, vous avez été moniteur de colonie, vous avez été facteur, conducteur de train, manutentionnaire, chauffeur-livreur, maître auxiliaire, enseignant de philosophie, journaliste, directeur de rédaction, inspecteur du travail. J'en oublie ? Oui, ouvrier du livre. Ouvrier du livre. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que parmi tous ces métiers, quel est celui dans lequel vous vous êtes réalisé le plus et qui vous définit le mieux ? Bah, écoutez, je suis un fils d'ouvrier, donc j'ai été ouvrier moi-même. Il fallait que je fasse... J'ai donc fait tous ces boulots pour survivre et faire mes études. Je ramais beaucoup. Et puis j'ai passé, à un moment donné, le concours d'inspecteur du travail. C'était pas facile à l'époque, il y avait 1500 candidats et 25 places à peu près, quoi. Bon, et j'ai été bien reçu, et après, j'ai fait à peu près 30 ans d'inspection du travail, 29, et j'arrondis toujours. Et puis, et là, c'est vraiment ce qui m'a fait... Parce que je visitais les entreprises, j'avais moi-même bossé 12 ans. Oui. J'avais vu mon père bosser, et puis toute ma famille était ouvrière à Sotteville-lès-Rouen. Et là, je pouvais voir la souffrance des autres au travail. Si j'avais pas été militant avant, ce travail-là me l'aurait fait devenir. C'est-à-dire que l'inspection du travail vous aurait révolté ou vous aurait... Ah, mais il suffit de... Vous savez, en 30 ans, j'ai dû enquêter sur 14 accidents mortels. Mmh. Et vous savez qu'en France, il y a à peu près 4500 handicapés du travail par an. Mmh. Et vous savez que le salaire médian est en dessous de 1 780 €. Quand j'étais dans le 3e arrondissement, enfin, j'ai commencé en agriculture, dans le Champagne-Ardenne. Le premier accident du travail sur lequel j'ai enquêté, c'était doigt gelé. À cause des récoltes. Dans une scierie agricole, le patron avait continué à faire travailler ses salariés dans un grand auvent par -20. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Mais ici, on ne s'arrête pas pour si peu, monsieur l'inspecteur. » C'est une bonne entrée en matière. Ensuite, quand je suis arrivé à Paris, c'était un bras coupé par une machine à poncer. Le gars avait un cadre, il l'avait mis pour dorer sur le... Le cadre s'était enroulé, lui avait sectionné le bras, je suis arrivé. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, la souffrance au travail n'est pas un vain mot. J'ai entendu un monsieur macronien hier parler des exosquelettes qui protégeaient les déménageurs, Le garçon n'a jamais mis les pieds dans un chantier, il n'a jamais vu les conditions dégueulasses dans lesquelles les gens souffrent. On a quand même 1 400 000 ouvriers du bâtiment. Il n'est jamais allé dans le fond d'une cuisine. Quand j'y allais, parfois, il faisait 50 degrés, ma chemise se trempait en moins de 30 secondes. Et je regardais le gars en Marcel, qui, lui, y vivait tout le temps et dont le cœur finirait par s'arrêter plus tôt que les autres. Et il n'a pas vu les gars dans les banques, parce que parfois on pense toujours aux métiers difficiles, mais... où le banquier fait faire des charrettes à la fin de chaque semestre pour mettre à jour les comptes et où ils font 70 heures, 80 heures, parfois 90 heures. Ils dorment sur un canapé pour finir et le banquier met des faux codes pour que l'inspecteur du travail puisse pas arriver et contrôler la durée maximale du travail. Il voit pas ce que c'est que une dame qui vient à la permanence de l'inspection puis qui avait comme travail de faire des trousses de toilette avec le même mouvement du poignet pendant 50 ans. Et le poignet est mort. Mais elle a fait avec le deuxième poignet. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas arrêté ? Elle me dit, mais parce que j'ai calculé avec la Cotorep ce que j'aurais comme accidenté du travail, je ne peux pas vivre. Alors donc, elle préférait sacrifier le deuxième poignet pour pouvoir continuer à vivre. J'ai donc, en fait, pendant 30 ans, avec le Code du travail à la main, c'est-à-dire avec la loi de la République, hein, j'ai donc pendant 30 ans
vu tout ça. J'ai écrit des carnets d'un inspecteur du travail pour expliquer comment on pouvait et devait réguler les choses, qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que les mineurs meurent au fond des mines et à ce qu'aujourd'hui, c'est plus les coups de poussière, c'est les AVC. Un AVC sur 2 ou sur 3, il y a des calculs, mais est lié au travail. J'allais vous demander qu'est-ce qui a changé dans ce monde du travail. Contrairement à une légende, le travail n'est pas moins dur, il se présente différemment. C'est vrai qu'on ne meurt pas comme à Courrières en 1906 au fond de la mine. Il n'y a plus d'enfants au fond des mines. Il y a encore du travail des enfants. Oui. Bah, bien sûr, il y a du travail des enfants dans les campagnes, il y a du travail des enfants dans les villes. Vous pouvez voir des petits-enfants qui, dans l'école, continuent à faire la boutique le matin ou à classer des petits bijoux, des choses comme ça dans les rues comme la rue Charlot ou Vieille du Temple. Donc, en vérité, il y a encore du travail des enfants. Depuis notamment que Villepin, monsieur de Villepin, a mis l'apprentissage à 14 ans et qu'il l'a mis à 15 ans pour le dimanche et de nuit. Et que donc la barrière de 16 ans a sauté, vous savez qu'il y a plus de morts dans le travail des enfants. Il y a un enfant qui a été en stage là, dans un pétrin à Mulhouse pour nettoyer le pétrin. Ils l'ont mis, le pétrin s'est remis en route, il a été broyé. Il y a un enfant près de Rennes, on l'a mis sur une échelle. Alors avant c'était interdit, mais un enfant sur une échelle, il ne se rend pas compte du danger. Il est tombé, il est mort. La question du... Je me rappelle encore cet enfant qui était venu avec son père. Le père, on le voyait, c'était un vieil ouvrier algérien, maçon. Il avait mis sa cravate pour venir voir l'inspecteur. Il était venu avec son fils qui avait mis la cravate aussi. Le fils a 17 ans, je les installe, je dis bonjour messieurs. Et ils ouvrent la bouche en même temps. Et le fils dit « ils me battent ». Et le père dit « ils le battent ». En vérité, il était commis cuisine dans un restaurant au carreau du Temple. À chaque verre cassé ou assiette cassée, il prenait une baffe. Il n'avait pas le droit à cette époque-là de travailler au-delà de 22 heures. Maintenant, c'est fini, c'est minuit. Mais il fallait qu'il rentre, il finissait déjà à minuit, 1h. Il fallait qu'il rentre et habitait loin d'Aubervilliers, avec le bus, etc. Il avait arrivé à 3h chez lui. Et le père me disait, mais je suis inquiet, je ne le vois pas arriver toutes les nuits. Le père était retraité. Mais des anecdotes comme ça sur le travail des enfants... Vous en avez beaucoup, j'imagine. Oui. Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est... je répète, je vais peut-être reformuler ma question. En 30 ans, vous dites que les choses n'ont pas changé, finalement. Elles se sont dégradées. Elles se sont même dégradées. De mon point de vue, chacun a son sentiment. Il y a des statistiques. Aujourd'hui, alors où je parle... On parle de précarité du travail, toujours. Oui, mais même la violence et la souffrance. Aujourd'hui, où je parle, on est en 2022, la France est redevenue championne des accidents du travail en Europe. Vous prenez tous les graphiques, ils le disent. Championne, c'est-à-dire plus que tous les autres pays en proportion du nombre de salariés qu'on a, on a plus d'accidents mortels. Il y en a 550, il y a 700 suicides liés au travail, je l'ai dit tout à l'heure, 4500 handicapés, ça fait beaucoup. Oui. Et vous savez ce que le journal Le Monde, le 7 décembre de cette année, dit? Il dit qu'il y a un accident sur 2 n'est pas déclaré. J'ai lu ça, je ne le croyais même pas. C'était la semaine dernière, je ne le croyais pas. C'est-à-dire que ce qu'on sait des accidents n'est pas déclaré. Pour éviter que l'employeur prenne des responsabilités, une pénalité, qu'il y ait un jugement. Puis, pourtant, quand il y a des jugements, vous savez, j'ai un vieil ami, son fils s'est tué par chute du 6e étage parce qu'il n'y avait pas de garde-corps. Il n'y avait jamais de fatalité à ces choses-là. En travaillant? Oui, bien sûr, dans le chantier qu'il était en train de faire. Et son père a mis des années pour poursuivre l'employeur. Vous savez qu'au bout de 6 ans de procédure, l'employeur a été condamné à 3 650 € d'amende, alors que la faute inexcusable était reconnue. Donc en vérité, il n'y a pas suffisamment de surveillance, il n'y a pas suffisamment de contrôle, il n'y a pas suffisamment de règles. Et avec l'explosion de recherche du profit qui est actuelle, les choses se dégradent de cette façon-là, en accident, puis en durée du travail. Parce que maintenant, vous avez 6 millions de gens qui travaillent 60 heures par semaine, alors que la durée maximale du travail légal est de 48 heures. Et faire travailler les gens au-delà de 48 heures, c'est un délit. Vous avez 2 patrons sur 3, les enquêtes ont été très précises, qui ne paient pas les heures supplémentaires. Or, ne pas payer les heures supplémentaires, c'est voler.
C'est volé. La personne fait du travail en plus, on ne la paye pas en plus, on dit tu rattraperas demain, enfin, etc. Mais enfin, bon, c'est quand même de l'argent, c'est quand même du temps. On n'est pas rentré voir son môme ce soir-là, on est rentré plus tard, ça a fait des problèmes familiaux et des problèmes de transport, et puis c'est pas payé, c'est pas majoré. C'est un délit, c'est un délit. Et ben, vous avez 2 patrons sur 3 qui sont dans ce cas. Alors parfois, on me disait, vous exagérez, vous en prenez au patron. Non, j'étais seulement objectif, je regardais. Un jour, j'avais dit un patron sur 2 est un délinquant. J'avais un peu exagéré la formule parce qu'ils n'étaient pas condamnés. Je rentre à Paris, c'était dans un meeting à Plouhermel en Bretagne. Oui, je connais bien. C'est Voilà. ma région. Et puis je rentre à Paris, l'AFP m'appelle parce que le journal du pays titre sur moi. J'arrive à Paris, l'AFP m'appelle, elle me dit vous avez dit ça. J'ai dit je me suis trompé, c'est pas 1 sur 2, c'est 2 sur 3. Et j'ai un peu mis les pieds dans le plat souvent parce que s'il n'y a pas de contrôle, les patrons font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les gens ne savent pas, mais l'inspection du travail, ça demande beaucoup de travail. Ils ont l'impression qu'on... Et surtout, c'est créé en 1882, c'était les patrons qui voulaient qu'on la crée, parce qu'ils se méfiaient les uns des autres. Ils disaient, si moi je respecte la durée du travail de 11 heures et que toi tu ne le respectes pas, tu vas me prendre mon marché. Donc ça a été fait dans cette Donc c'était fait au démarche. départ, et l'inspection du travail existe dans 140 pays, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail. Parfois on dit, oui mais vous n'êtes pas neutre parce que vous pensez ceci, vous pensez cela. Mais l'inspecteur n'est pas fait pour être neutre. Il est indépendant des pouvoirs en place comme un magistrat. L'Organisation internationale du travail dit qu'il a pour mission d'alerter les gouvernements en place sur le sort qui est fait aux salariés. Donc en vérité, il est là pour faire respecter le droit de ceux qui sont exploités, de ceux qui sont subordonnés, et il est normal qu'il y ait une telle inspection. Il existe néanmoins des bons patrons. Vous en avez rencontré ? Bien sûr. Vous en connaissez ? Bien sûr, au moins 1 sur 3. Hein. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y en a 2 sur 3 qui ne le sont pas. Ouais. Si vous voulez bien m'accorder l'importance aux chiffres. Vous voulez que je vous raconte comment, entre 3 patrons, par exemple, l'application de la loi El Khomri s'est faite en matière de durée du travail. Bon, vous en avez un, il est rue Saint-Martin, il a 45 salariés, c'est tous les 3 du textile, ils font du blouson. Les 45 salariés sont alignés devant leur machine, comme à l'école. Il y a des rangs. La contremaîtresse est sur une estrade pour les surveiller. Elles n'ont pas le droit de parler et elles lèvent la doigt pour faire pipi. Ne me croyez pas que c'est au 19e siècle que je vous décris. C'est au 21e. Et donc, quand la loi El Khomri a permis que les heures supplémentaires soient négociées et qu'au lieu de commencer à 25%, elles puissent être rabattues à 10%, s'il y avait un accord avec les salariés. Là, c'est simple, le patron est monté sur l'estrade, à côté de la contremaîtresse, et il a dit, écoutez, on ne peut plus payer les heures supplémentaires à 25%, on les paye à 10%, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ? Elles se sont toutes tues, elles ont peur de perdre leur boulot. Il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a pas de syndicaliste. Elles ont seulement compté dans leur tête comment, avec 10%, il faudrait qu'elles fassent d'heures en plus pour ne pas perdre de salaire, parce qu'elles n'y arrivaient déjà pas avec celui qu'il faut. Bon, deuxième patron, c'est un bon patron. Le gars, il était rue Mellet, pas très loin, fait des blousons aussi. Il y a 25 salariés. Et il s'est dit, non, je ne vais pas leur faire ça. J'ai l'habitude, elles ne gagnent pas beaucoup, je les connais depuis si longtemps, je les laisse à 25%. Il a eu 2 personnes sur le dos. Le premier, c'est le banquier, qui est venu, puis qui lui a dit, mais monsieur, vous avez un problème à la fin du trimestre, là. Je peux vous aider à couvrir le découvert, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. Alors le patron, il a dit, mais en quoi ? Pourquoi vous ne faites pas passer les heures supplémentaires à 10% comme votre voisin là-bas, rue Saint-Martin ? Et l'autre a dit, mais je ne veux pas. Ah oui, mais je ne vais pas vous aider. Alors le patron, il est allé voir chacune de ses salariés. Si la loi avait été maintenue, c'est-à-dire que les heures supplémentaires étaient fixées à 25, il aurait pu dire non au banquier, en disant, je ne peux pas, c'est la loi. Mais là, la loi permettait, par négociation, il arrive de 25 à 10. Alors il est allé négocier avec chacune de ses salariés. Il leur a dit, je ne peux pas faire autrement. Franchement, on ne va pas y arriver, ils vont fermer, etc. Il l'a dit en douceur, lui, il n'est pas monté sur l'estrade. Il a dit à chacune d'elles, c'était plutôt un bon patron, honnête, etc. Mais il est quand même passé à 10%. Et la troisième, c'était rue Notre-Dame de Nazareth. C'était un gars, il avait 15 salariés, un vrai voyou de mon point de vue. Il respectait rien, les heures sup, il s'en tapait, la loi, il s'en tapait, il fraudait surtout. C'est son comptable qui est venu lui dire, mais dis donc René, t'as vu la loi El Khomri ? Il y a écrit qu'on peut payer les heures supplémentaires ou les compenser. On peut les compenser. Alors l'autre a mis le temps de réfléchir. Oui, on va leur donner 2 blousons à la fin du mois, là. Et il s'est arrangé de cette façon-là. Donc vous avez 3 cas de patrons. Le brutal, qui est plutôt celui qui est le cas le plus dominant. Le bon,
mais qui, lui, dépend aussi des rapports de force et de la loi. Et puis le voyou, dont je viens de parler. C'est ma petite typographie pour les petits patrons. Mais c'est intéressant. Et le rapport entre eux, parce que tous trois faisaient des blousons, ils étaient en concurrence. Donc, quand il n'y a plus la loi, le dumping social, ça s'exerce aussitôt. Et le dumping social, les mots, ils ne comprennent pas. Dumping social. Mais là, c'est facile. Vous baissez les heures supplémentaires, vous baissez le salaire, les gens bossent, ils gagnent plus, ils gagnent moins. Après, je peux vous parler de mes patrons préférés, c'est ceux du Crédit Lyonnais. Je les appelais les costards à 3 000 €. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas habillés comme moi. Mais je leur mettais la trouille quand même, parce que de temps en temps, ils faisaient du olé olé. Et puis eux, c'était pas des petits détails, le olé olé. Ils avaient licencié quelqu'un de façon brutale, ils avaient triché sur le CHSCT, etc. Ça, c'est pour les gros patrons. Je voulais justement, fort de ces expériences et de ces témoignages que vous nous donnez là, je vais vous poser une question sur l'autre aspect, un des autres aspects de votre carrière qui a été votre engagement politique très, très tôt, lié aussi à celui de votre père, le syndicalisme. Est-ce que vous pensez que la gauche représente les gens dont vous parlez aujourd'hui? Alors, deux questions. Moi-même, jeune, oui, je suis fils en fait de cheminot, mais mon père était sédentaire, donc il était menuisier chaudronnier. Ma mère était aide-soignante. Dans la clinique où elle était, il la pillait parce qu'elle faisait un travail d'infirmière au lieu d'aide-soignante. Elle n'aurait pas dû, mais il la payait pas, quoi. Bon, voilà. Donc on n'était pas très riches. Et puis j'ai rencontré mon épouse. Si j'ai fait de la politique, c'est à cause de ma femme. Elle avait 18 ans, j'avais 14 ans, rendez-vous compte. Et elle était plus militante, plus éclairée que moi. Et son père avait été sur le chemin des dames. À Verdun, il avait survécu de justesse. Moi, mon grand-père est mort à Verdun. J'ai parlé avec lui. Mon grand-père a fait Verdun. Voilà, mon grand-père. 6 mois à Verdun. Mon beau-père, Marcel Le Soulec, il est sorti pacifiste, puis il est à des congrès de Tours. Puis oui, mon épouse s'appelle Soisic Le Soulec. Je lui fais bien voir en Bretagne dès que je la présente. Et moi, comme Normand, son père, et après, il a été résistant, quoi. Il était bête humaine, il conduisait les voitures à vapeur. Et il est arrêté à 50 ans. Il est décédé à 97. Il disait, je suis le seul survivant. Les autres, les escarbilles, les ont tués. Mais moi, j'ai plus de retraite que d'actifs. Encore rarissime dans son cas. Mais un homme très, très, très combatif, très expérimenté. Et donc, c'était mon contexte pour faire de la politique. C'était presque naturel. À Sotteville-les-Rouen, on fait de la politique. On est à gauche, et puis c'est les cheminots. On ne dit pas il est 2h30 à Sotteville-les-Rouen, on dit il est 14h31. Bon, voilà, ça c'est. On a l'habitude des des horaires. Il y a le dépôt, il y a les horaires, il y a la SNCF. Alors ça a changé d'ailleurs, c'était le cas quand j'étais jeune. Mais ça a bien changé depuis. La gare de triage a été complètement démantelée d'ailleurs. Quand j'y passe, je vois les herbes dans les. Je poussais les wagons, moi. Je les faisais monter sur les... Vous savez comment on joue avec les mécanos, mais avec des vrais. J'allais les détacher, puis on les triait pour les mettre sur les voies, puis on allait chercher un autre. J'ai fait ça pendant plus de 8 mois, donc j'ai encore un souvenir de ça. Vous n'aviez pas besoin de train électrique? Non, mais j'en avais un quand même, parce que mon père m'en avait acheté un, évidemment. Je vous décris ça parce que l'engagement politique, il vient naturellement, socialement, dans le contexte D'où ma question sur la gauche. Voilà. Et bien, la gauche, c'est pareil. C'est-à-dire que la gauche, on raisonne en disant PS, PC, je sais pas quoi. Mais c'est d'abord le salariat. C'est d'abord une base sociale. Moi, je suis matérialiste. C'est parce qu'il y a une base sociale qui est exploitée qu'il y a une gauche. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bon salaire qu'il y a une gauche. C'est parce qu'il y a des accidents du travail qu'il y a une gauche. C'est parce qu'il faut se défendre face à l'exploitation des actionnaires qu'il y a une gauche. Il faut d'abord penser par le bas. Il y a des gens, ils regardent le Monde ou je sais pas quoi, puis ils ont une idée sur ce qui se passe dans la tête de chaque dirigeant de gauche. J'ai vu le film sur Marché hier, enfin, etc. Mais quelle est l'origine de la gauche? On peut l'apprendre du 19e siècle à aujourd'hui, de la catastrophe de Courrières jusqu'au Front Populaire, du Front Populaire jusqu'en mai 68, c'est le salariat. Et le salariat en France, il a une particularité qui n'est pas assez dite. C'est qu'en 1910, il y avait 3 millions de salariés en France. En 1936, autour de 9. En 1945, autour de 12-13, parce qu'il y a eu beaucoup, malgré les morts, beaucoup d'embauches et tout ça. Et puis, en 68, probablement autour de 13-14. Et Mitterrand, par exemple, dont je ne partage pas beaucoup les idées, malgré tout, avait dit une phrase juste. Il avait dit « c'est la majorité sociologique qui m'a élu ».
il avait bien vu parce que c'était le moment où le salariat était devenu majoritaire. Après-guerre, c'est les indépendants qui sont majoritaires. Les commerçants, les artisans, les agriculteurs, ils sont pratiquement 55% des actifs. Et en fait, le salariat progresse tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, le salariat, c'est 88% des actifs. Les indépendants ne sont plus que 12%. C'est-à-dire qu'en un siècle, la puissance de la classe sociale que représentent ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, cette puissance-là n'a cessé de se développer. Et la gauche épouse, en fait, tant bien que mal, avec des vicissitudes, l'évolution de ce salariat. Et les partis, les syndicats, les associations émanent de ce salariat. On comprend mieux à partir de ce moment-là les choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces partis de gauche, ces syndicats aussi, ou les associations même parfois? Eh bien, quand elles se développent, quand elles sont fortes, il naît des appareils au sommet. Hein, parce que bon, il y a des partis, c'est normal qu'il y ait des partis, c'est pas ça que je mets en cause, mais ceux-ci petit à petit s'émancipent de leurs électeurs, ou de la démocratie, ou du contrôle de ces électeurs et de leurs adhérents. Et ça se comprend, parce que c'est matérialiste aussi, ils ont la tête dans les institutions, alors que leurs électeurs continuent d'être exploités. Donc il y a un fossé qui se crée. Le dénommé Patria, là, qui parlait des exosquelettes avant-hier et qui ignore tout des accidents du travail, c'est exactement ça. Regardez-le. Là, c'est une déconnexion. Oui, c'est ça. Mais la déconnexion, elle peut atteindre de grands niveaux. J'ai été à la direction du Parti socialiste pendant une vingtaine d'années. Moi, sans bouger, ça me faisait ni chaud ni froid. Je ne changeais pas de ligne, ni de jugement, ni de comportement. Mais je voyais bien ce qui se passait autour de moi. Alors que les gens étaient plus proches de 10 000 euros que du salaire médian. Et évidemment, l'existence détermine la conscience. C'est une phrase très importante. Il n'y a pas de nature humaine, les gens ne sont pas a priori mauvais, etc. Mais leur existence détermine leur conscience. Et je peux vous dire que les bureaucrates, les gens qui étaient dans une situation où ils cherchaient à vivre de mieux en mieux, il y a une compétition pour en avoir davantage. Dans les appareils, évidemment, ils s'éloignent de leur base. Et quand vous voulez me faire parler de la gauche, je le devine, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Mais cette gauche, vous dites qu'il existe toujours en quelque sorte un prolétariat, on pourrait dire. Écoutez, salariat suffit. Oui, mais... salariat, le point commun, il est commun aux employés, aux ouvriers, aux cadres, parce qu'ils n'ont que leur force de travail à vendre. C'est ce qui caractérise bien les choses. Alors, les gens ne savent pas toujours. L'ingénieur n'a pas forcément la même conscience que le balayeur, ou le balayeur que l'ingénieur, mais ils sont dans la même situation. Ils vendent leur force de travail différemment. On ne vit pas de la même façon à 900 euros, à 1800 euros ou à 3200 euros. Mais ils sont quand même tous tributaires de ceux qui les achètent, ceux qui les payent. J'ai l'habitude de dire, ne dis jamais qu'un patron te paye. Il travaille pour lui. Il achète ta force de travail. Il fait forcément un bénéfice. C'est toi qui le paies. La vérité, c'est ça le salariat. Alors, 90% des salariés sont en dessous de 3 200 euros. 90% des 88% d'actifs. Et après, c'est vrai qu'il y a des salariés plus riches, il y a ceux qui se payent 600 SMIC, comme M. Carlos Ghosn, comme M. Pouyanné, ou comme 600, je ne sais plus combien, comme M. Tavares, qui doit être un des recordman avec M. Arnaud et Pinault. Mais ceux-là, ce n'est pas grâce à leur travail qu'ils gagnent tant d'argent. C'est grâce au travail des autres. S'ils n'exploitaient pas le travail des autres, on ne peut pas dire qu'ils pourraient gagner 600 000 euros l'année. Qu'est-ce que je dis, 600 000, c'est beaucoup plus que ça, c'est des millions. Mais alors, cette classe ouvrière ou ces salariés, quelque part, ont quand même substantiellement changé depuis vos débuts en politique. Est-ce que finalement l'idée de la classe ouvrière à une époque c'était une véritable identité? Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On ne se détermine plus nécessairement par rapport à cet environnement et tout ça est beaucoup plus fractionné. Je comprends votre idée, je vais vite, mais je viens de vous dire que je ne parle pas de classe ouvrière. Je viens de vous dire que je ne suis pas fétichiste du bleu de travail. Dans le temps, c'était le col bleu qui était en bas dans le cambouis et le col blanc qui avait les manches de lustrine qui était dans le bureau. C'est fini, ça.
Vous allez à ArcelorMittal, vous aurez des ouvriers qui sont avec des bleus absolument propres et des tenues, et puis qui sont devant l'ordinateur, ils sont ouvriers. Vous allez à McDonald's, vous avez des employés, ils n'ont pas de manche de lustrine, mais ils se brûlent en rattrapant le steak et ils glissent sur les huiles qu'il y a sur le sol. Donc il n'y a plus la même coupure entre employés et ouvriers, entre col blanc et col bleu. Et il y a eu un compactage des salaires. L'écart des salaires en mai 68 était de 1 à 6. Les gens ont du mal à comprendre, mais aujourd'hui c'est réduit. Il est de 1 à 2,3, excepté les 1 ou 2% qui sont dans la marge que j'évoquais tout à l'heure. Donc en vérité, aussi bien sur le salaire que sur les conditions de travail, que sur la menace du licenciement, que sur la destruction du code du travail, que sur les cadences, on disait cadences dans le temps. Cadence infernale. Oui, mais aujourd'hui, c'est quand même ça, l'objectif qu'on fixe au cadre. Même celui qui est chez lui en télétravail. Tu me fais 20 dossiers pour demain. Oui. On compte plus les heures. Et donc, c'est ça qui fait exploser la durée du travail. Le moment où on avait réussi à réduire le plus la durée du travail, ce qui avait créé à l'époque 450 000 emplois, c'est les 35 heures. On est en 2000. 2000, vous savez, c'est l'année, dans les annales sociales, la meilleure du siècle. Ah oui. Dans tous les domaines, je peux vous décortiquer tout ça, je n'ai pas le temps de le faire, mais voilà. Et donc, en vérité, les gens sont plus exploités, ils produisent plus d'abord, ils produisent 10 fois plus, on ne peut pas mesurer ce que le téléphone portable a fait gagner, ce que l'Internet a fait gagner. Moi, quand j'ai commencé mon truc, ma secrétaire était encore dactylo avec 3 carbones. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand l'ordinateur est arrivé à la fin, etc., évidemment, c'était facile de dire il n'y a qu'une secrétaire qui le fait au lieu de 3. Donc, en vérité, contrairement à l'idée générale que le travail se serait agrémenté, qu'il n'y a pas besoin d'exosquelette quand on est déménageur, ou quand on est nettoyeur, ou quand on est sur un chantier, contrairement à l'idée générale que le travail se serait amélioré, il s'est dégradé. Mais il s'est dégradé pour l'ensemble de la classe salariale. Parce que, bon, le cadre, il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs. En fait, les cadres supérieurs, il y en a 0,5%. Les autres sont de droit commun. On leur dit qu'ils sont cadres pour pouvoir leur imposer un forfait et leur faire 60 heures. Mais en fait, ils sont comme les autres. Théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire plus de 48 heures et ils devraient faire les 30... Exploiter sans le savoir. Ce qu'a réussi le capitalisme, c'est à faire quand même passer dans les cerveaux l'idée que, faut produire plus, qu'on n'est plus ringard. C'est l'aliénation, oui, c'est Lénine. On peut dire ça. Non, pas Lénine. D'abord, c'est Marx. Oui, Marx. Ouais. Parce que, si vous me dites Lénine est dans une situation dramatique pour faire la révolution. Il y avait 4 millions d'ouvriers et 150 millions de paysans. Il n'y avait aucune chance que la révolution se fasse là-bas, sauf à cause du tsar et de sa dictature et des 7,5 millions de morts. La révolution s'est faite dans le pays où on ne s'y attendait pas. Mais eux-mêmes s'y attendaient pas. Et Marx et Engels avaient prévu qu'elle se ferait en Angleterre. Oui, mais eux-mêmes, Lénine et Trotsky, pensaient que il n'y aurait aucune chance en Russie. Il n'était pas possible de construire le socialisme dans un seul pays, ils ne se sont pas trompés d'ailleurs. Et que s'il n'y avait pas des mouvements en Allemagne, en Angleterre et en France, ils s'effondreraient. Ils ont réussi à se sauver de justesse pendant la guerre civile. Au lieu d'être écrasés comme les communards à Paris par les Versaillais, de justesse, ils ont survécu. Mais à un prix tel qu'ils étaient déjà condamnés. Et donc, la contre-révolution s'est faite aussitôt avec le stalinisme. Il n'y a jamais eu de socialisme ni de communisme en Russie. Et dans le monde, il y en a eu ? Nulle part. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'on ne peut pas faire le socialisme dans un seul pays, et parce que le seul pays qui avait tenté a subi une contre-révolution, que le stalinisme s'est développé partout, mais ça n'avait plus rien à voir avec le communisme. Parce que, aussi bien chez Marx que chez Lénine, à mes yeux aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de socialisme sans démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie non plus sans socialisme, parce que vous avez le capitalisme et l'exploitation. Mais ce que vous disiez, on prend le pouvoir par la force, c'est la dictature du prolétariat, pour ensuite avoir la démocratie. Ça, c'est des mots qu'on... Mais c'est toujours ce qui s'est produit. Moi pas. Non, vous croyez que la démocratie peut amener le communisme ? Oui, bien sûr. Au contraire, 1000 fois plus qu'avec le capitalisme. Parce que les limites que vous avez aujourd'hui de la démocratie, excusez-moi, mais il y a le culte de la personnalité avec Staline, c'est parce que c'était la contre-révolution. On a quoi aujourd'hui comme culte de la personnalité ? On a un seul bonhomme qui décide de tout, même du report de la date où vous allez cuire vos retraites en les faisant passer de 63 à 65 ans. Et on ne sait pas s'il fait un peu de travers et tout le monde est en train de... Mais entre-temps, il y a l'opium du peuple, le foot. Oui, il faut laisser. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas tellement le sport, ces choses-là qui sont. Non, je pense que s'il le fait, c'est parce que d'abord il y a cette période-là, et puis attendons la rentrée parce qu'il sait très bien que ça sera dur. Ce qui est un opium, c'est surtout
la mystification, la personnalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de parler politique, on personnalise la politique. Et si vous personnalisez la politique, vous dépolitisez les personnes. J'ai appris cette formule-là très tôt et je pense qu'elle est très, très juste. Oui. Je suis contre l'élection d'un président au suffrage universel. Je suis pour qu'il y ait une grande assemblée. Je suis pour que les députés soient dans des petites circonscriptions proches du salariat, du peuple, et qu'ils puissent rendre des comptes. Revenir à la 4e République un petit peu. Mais je suis pour une 6e République qui soit parlementaire, proportionnelle, démocratique. Tout ce qui est De Gaulle, tout ce qui est... Ah oui, mais j'avais 17 ans quand De Gaulle a fait le vote en 62 pour imposer le système. J'ai dit, mais on ne va pas élire un roi. Qu'est-ce que c'est que ce recul? Comment des sociétés modernes peuvent-elles être dirigées par un seul type? Comment ça peut marcher? Plus la société est compliquée, plus on simplifie avec un gars qui arbitre en haut, et puis qui donne des coups de latte, qui décide de virer un tel, de nommer un tel, de mettre ses copains, ses potos, 19 millionnaires au gouvernement. Quand même, c'est un record, 19 millionnaires au gouvernement. Et donc je suis contre ce système. Je suis pour un système d'assemblée. Bien sûr aussi dans l'assemblée, il y aura des discussions, des débats politiques, des querelles politiques, mais ça sera beaucoup plus loyal et beaucoup plus efficace si c'est une assemblée que si c'est le caractère et l'humeur d'un type qui décide de tout. On clôt la parenthèse De Gaulle. Je voulais vous faire réfléchir. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez été longtemps au Parti socialiste. Je voudrais vous parler de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dû bien sûr côtoyer, qui pour moi est un personnage qui est assez énigmatique au-delà des contingences purement politiques aujourd'hui. Autrefois, moi je me souviens du Mélenchon laïcard, bouffeur de curés, jacobin austère, homme d'ordre. Et aujourd'hui, j'ai découvert que, à part quelques fulgurances qu'il peut avoir encore de temps en temps, c'est devenu l'ennemi de la police et celui qui a ouvert son parti à des dérives qui sont quand même assez, ou des expérimentations humaines assez étonnantes, qu'on qualifiera sous le terme de wokiste, indigéniste ou islamo-gauchiste. Qu'est-ce que vous pensez de son évolution? Alors, dans l'ordre, vous avez bâti une question. Je vais dire, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis social, je suis démocrate, je suis socialiste, je suis communiste, je suis trotskiste et je suis anarchiste à la fois. Et je rajoute féministe et écologique. Et je suis de gauche. La gauche, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est l'expression du pluralisme du salariat. Voilà. Dans ma vie, j'ai donc été au Parti communiste, puis à la Ligue communiste révolutionnaire, puis au Parti socialiste pendant près de 25 ans. En fait, j'ai jamais changé de position, d'axe. À un moment donné, dans ce parcours, c'est dans le Parti socialiste que j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon. Et donc, j'ai dû travailler avec lui, allez, disons, une bonne dizaine d'années, quoi. Mais travailler, c'est des réunions quotidiennes ou hebdomadaires, dans des locaux communs, etc. Il me plaisait bien parce qu'il avait du caractère, donc offensif. Il me plaisait bien parce qu'il avait une grande culture. Je salue toujours ceux qui ont une grande culture. Et historique aussi. Il avait même une culture trotskiste à l'origine. Et même religieuse aussi, très poussée. Non. Ah si, quand il parle de Notre-Dame, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, je pense, prononcé... Mais c'est un athée. Oui, non, mais ça ne veut pas dire moi, je suis athée. On peut très bien être athée et avoir une culture religieuse. Mais parler de Notre-Dame n'est pas forcément avoir une culture religieuse. Mais il y avait quand même je ne crois pas en Dieu et toutes ces choses-là, mais je peux admirer ou regarder. D'abord, je respecte ceux qui ont une croyance. La laïcité, c'est de respecter toutes les religions, pas seulement une. C'est de faire qu'elles soient au domaine privé et que l'État les respecte. Et je crois que c'était l'opinion de Mélenchon. Là-dessus, j'avais presque jamais eu de divergence avec lui. Ensuite, après, je trouve que sa culture était, de mon point de vue, je prétends rien et je donne pas de leçons, mais moi, je suis plutôt de culture marxiste, matérialiste. Je regarde d'abord le mouvement social. Et lui, il regarde d'abord les idées, les lumières. Et il a une espèce de fétichisme de la transmission de ces idées qui est claire. Et moi, je vous dis, l'existence déterminant la conscience, les idées sont plutôt le produit des rapports de force sociaux. Et là, nous avons eu 1000 discussions à ce sujet. Une fois, j'avais dit, c'est une formule raccourcie, j'en conviens, le socialisme vient du ventre, parce que les gens, c'est les gens qui ont faim qui se heurtent. Ça, c'est Lénine, ça. On ne fait pas la révolution quand les gens ne crèvent pas de faim. Non. Ah si. C'est dans le jeune Marx. Et vous savez, j'avais une présentation de la Révolution française. Je disais, il y a ceux qui discutaient de la République à Paris,
Et puis il y a les femmes qui sont allées chercher le pain à Versailles. En gros, je schématise, c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Mais c'est quand même aller chercher le pain à Versailles qui a été le moteur, qui a permis. Et je raisonnais toujours comme ça. Hein. Je suis toujours pour un mouvement syndical pour défendre les retraites et pas pour appeler par le parti politique à une marche à Paris par-dessus le mouvement syndical. Vous remarquez que ça relève de la même compréhension générale. Et donc nous avons eu 1000 discussions sur la façon dont le mouvement social se développait. Moi, je suis si je fais encore de la politique aujourd'hui, c'est grâce à mai 68, parce que j'ai trempé dedans, comme on dit. Et j'ai compris que dans un mouvement comme ça, c'était pas des mécanismes d'appareil ou des idées qui survolaient, c'était le besoin des masses. La grève générale a été spontanée. En Normandie, c'était pas la CGT qui était pourtant forte, 90 000 adhérents contre 3 000 à la CFDT, c'est les gens qui ont démarré partout. J'ai étudié le compte-rendu du secrétaire de l'UDCGT de Rouen. Il était surpris que ça aille à Notre-Dame de Gravenchon, que ça démarre partout, à Dubigeon, sur toute la Seine, toute la chimie. Et il était pourtant le secrétaire du syndicat. C'est pas lui qui a appuyé sur le bouton, c'est les gens qui en avaient tant. Le rôle du syndicat avant avait aidé, mais c'est les gens qui supportaient plus la situation qui se soulevaient. Et c'est comme ça que je vois, moi, l'évolution. Je ne crois pas à une insurrection civique. Je crois à une insurrection sociale qui se transforme en un bouleversement civique. La 6e République ne vient pas d'une idée abstraite, elle viendra du mouvement des masses ou ne viendra pas. Alors, la 6e République, vous êtes déjà en train de voir le débat que je suis en train de dessiner avec Jean-Luc, parce que comme je l'ai eu 1000 fois. Et donc, par exemple... Aujourd'hui, vous avez quel débat avec lui? Oui, j'ai sur la démocratie. Parce que cet été, c'était dans la Drôme, et il m'a invité, j'ai discuté avec Manuel Bompard, et j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible de rester avec un parti où il n'y a pas de congrès, où il n'y a pas de... Parce qu'en même temps, par exemple, je serais dans ce parti s'il y avait des congrès, j'y serais rentré. S'il y avait des votes, des élections, la possibilité de descendre ces idées. Mais déjà, j'avais un soupçon, il y a 15 ans, 20 ans, quand je travaillais avec Jean-Luc. C'est que... il parlait longtemps, mais les décisions se faisaient hors contrôle. Dans les réunions de direction, on passait la moitié du temps à phraser, puis toutes les décisions, elles étaient prises après. Je ne peux pas supporter ça une seule seconde. Je ne suis pas un militant qui peut accepter ça. Donc on a eu des tensions à la fin. Et finalement, la rupture de la gauche socialiste s'est faite en 2003. Lui-même a fait un cheminement qui m'avait heurté à l'époque parce que j'étais pour le non au traité constitutionnel européen. Lui aussi, d'ailleurs. Lui, il avait dit « pour moi, c'est non ». Moi, j'avais dit « c'est un non socialiste ». Bon, Henri Emmanuel avait dit 7 fois c'est non. On a chacun notre façon de présenter les choses. Mais on avait voté pour le non. Et puis après, pour des raisons d'idées, à son chemin, il a fait une synthèse avec François Hollande. C'est toujours ignoré cette fois-là. Mais il l'avait en novembre 2005. J'étais très colère de cette chose-là. Et je réagissais toujours en disant on ne peut pas procéder comme ça. On doit toujours faire des prises de position qui soient lisibles par les gens, soient compréhensibles par tous ceux auxquels on s'adresse dans le salariat. Et on veut que les salariats nous comprennent. Si un jour tu dis non au TCE, puis que le lendemain, tu fais une synthèse avec Hollande, qui était pour le... Bon, voilà. Donc, voilà les objets de débat que j'ai eu avec lui pendant ces périodes de 15 ou 20 ans où on a été ensemble, presque 20... entre 94 et 2008, ça fait moins. Parce que j'ai fait un livre de mémoire qui raconte tout ça. Bien sûr. Il est paru chez Atlan, il raconte tout ça. Mais en 2008, il s'en va. Puis là, il dit, il y a 2 gauches irréconciliables. Du jour au lendemain... il était dans le Parti socialiste, il y a 2 gauches irréconciliables. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Parti socialiste est disparu, que ses électeurs, qui sont quand même des millions et des millions, sont disparus. Eh bien, il faisait une croix dessus, se présentait contre. Encore ça allait, parce que la gauche étant plurielle, le salarial l'étant aussi, après tout, il défendait son point de vue autrement que moi. Et donc, il s'est présenté en 2012, puis il s'est présenté ensuite en 2017. Mais entre-temps, le clivage était fait, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un rejet de tout ce qu'était la gauche non et les filles non mélenchoniennes comme étant des nains jaunes, comme étant des gens qu'il fallait... jusqu'à avril 2022, après 2 défaites, hélas, mais où il dit « je fais la NUPES », c'est-à-dire je fais une nouvelle unité populaire, écologique et sociale, et je fais l'unité avec tous les partis. Et donc, il y a une capacité fédératrice, quand même, Mélenchon. Capable d'être excusez-moi, mais point de convergence. Il a tourné. Ouais. C'était pas un chemin prévu. Ouais. C'est que, comme il y avait une 2e défaite... et s'il y avait eu 577 candidats PS, 577 candidats PC, 577 candidats Verts et 577 candidats LFI, il y aurait eu 0 élu. Donc, quelque part, et 80% de l'électorat de gauche est pour l'unité, spontanément.
Et donc, en fait, il s'est rangé à ça après la défaite du 10 avril. Et la NUPES, pour moi, c'est le renouveau de la gauche. C'est-à-dire ça rend l'idée possible que les forces politiques qui émanent du salariat ne sont pas irréconciliables entre elles et pour cause, puisqu'elles émanent de la même classe sociale, et peuvent se retrouver sur un programme partagé. Avant, il y a un débat avec Jean-Luc. Non, c'est le programme, l'alliance, l'avenir en commun qui compte, on ne cédera pas, etc. Bah si, il a cédé aussi. Il y a un programme partagé qui a été co-rédigé avec Olivier Faure, à l'époque avec Julien Bayou, et avec, que je ne dise pas de bêtises, qu'est-ce qui me manque, le Parti communiste, Fabien Roussel. Et donc les 4 se sont retrouvés sur un programme partagé. Ce programme partagé, il y a 650 mesures. Je peux vous dire que c'est celui, depuis longtemps, dans ma vie militante, que je trouve le meilleur. Mais alors donc, pourquoi vous n'êtes pas avec lui ? À cause de raisons de démocratie. Parce que c'est un dictateur ? Mais non, parce que la démocratie, comment dirais-je, c'est pas une question de forme. C'est pas une question de technique, de débat ou de fonctionnement de parti. C'est le cœur d'un programme. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de socialisme sans démocratie. Il n'y aura pas de socialisme sans démocratie. Et il n'y en aura pas sans parti démocratique. Il faut que les mécanismes qui permettent aux gens de confronter leurs idées, de trancher, de convaincre, de voter, d'être élus, de représenter à la proportionnelle, de façon à ce que toutes les sensibilités du salariat soient dans le coup, eh bien, il faut que ce mécanisme fonctionne. Sinon, les programmes, ils servent à rien. Justement, ça devient un programme de César. J'aime pas le mot dictateur, mais ça devient un programme décidé par le haut, au lieu d'émaner du bas, de façon matérialiste, d'être retranscrit en haut dans une équipe collective. Alors, j'imagine que la prise de pouvoir de Manuel Bompard, de LFI, et le fait que Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière soient écartés de la direction du... Ça doit vous conforter dans ce que vous pensez de Mélenchon. Bien sûr, je suis ça de près, parce que, comme je le disais, j'avais commencé à le dire, cet été, je suis allé dans la Drôme, à l'université de LFI, et puis, en discutant avec Manuel Bompard, j'ai dit, il faut qu'on ait le débat. Moi, je suis la gauche démocratique et sociale. C'est un petit groupe aujourd'hui, puisque c'est une des ailes qui reste de la gauche socialiste, puis qui a traversé, on a fêté les 30 ans de notre revue samedi 10 décembre. Je lui ai dit, il faut qu'on discute démocratie. Il m'a dit, oui, d'accord. Je lui ai dit, bon, il me dit assez tôt, en septembre, octobre. J'ai fait un texte que je tiens à la disposition de tous vos téléspectateurs, auditeurs et tout, qui est sur la démocratie. Je lui ai envoyé en octobre, en disant, faut en débattre. Mais je sais par ailleurs que François Ruffin, qui est mon ami, ou Clémentine Autain, défendent à peu près les mêmes positions. Il n'y a pas que, d'ailleurs. Parce que j'ai vu que Alexis Corbière, j'ai vu que Rachel Garrido. Et puis l'ami Éric Coquerel pose les mêmes questions. Et je vous le dis, ça ne fonctionnera pas si la LFI ne se démocratise pas. Il faudra qu'elle devienne un parti. Il faudra qu'elle adopte des règles démocratiques. Et de la même façon que Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis, a changé pour l'unité, pour faire la NUPES, je vous prends mon pari que, je ne sais pas dans quel délai, je ne suis pas Madame Soleil, etc., mais qu'ils changeront tous ensemble pour faire un parti, et que ce parti sera forcément démocratique ou explosera. Il n'y a pas d'autre façon de garder une grande force politique que de la faire vivre démocratiquement. Vous pensez quoi de l'affaire Quatennens ? Écoutez, j'ai encore un peu de temps pour vous répondre, que vous prendre au fond. La première chose, c'est que... il doit démissionner ? Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux vous dire que, d'abord, il y a une question du mouvement femmes et de MeToo. Cette exigence qui fait qu'aujourd'hui, dans la grande majorité de la planète, en tout cas, les droits des femmes se sont développés par bonds fantastiques, que les consciences se transforment et qu'il y a une sensibilité exacerbée au respect de celles-ci. C'est bien. Et pourvu que ça continue. Bon. Et donc, la focale est là-dessus. La deuxième chose, il y a une exigence pour les élus d'être transparents et d'être à la hauteur soit du mandat qu'ils ont, soit de l'espoir social qu'ils veulent représenter. Cette exigence aussi est fabuleuse, parce qu'il faut empêcher les... Comment dirais-je, en Europe, là où on trouve 600 000 euros planqués parce qu'ils viennent du Qatar chez la présidente. Ça, moi, j'avais hurlé quand Cahuzac, ministre du budget, qui luttait contre la fraude fiscale. On ne peut pas accepter ça parce que ça fait partie, si on veut un vrai socialisme, pas un faux socialisme stalinien. Si on veut ça, il faut que, évidemment, les humains qui postulent à éclairer le chemin,
à être dans un parti qui... moi, j'aime pas, je suis pas pour avant-garde, hein. Je suis pour un parti qui soit de masse, c'est-à-dire qui reflète les aspirations des masses salariées. Il faut que ces humains soient le plus irréprochables possible. Et là, je vais mettre une précision. Mais en même temps, c'est pas des saints. Hein, on va pas dire, parce que ce serait avant-gardiste de dire ils doivent tellement être sanctifiés qu'ils auront qu'une faute, et la première faute, on les jette au panier, on haro sur le baudet et on les détruit. Ça ne peut pas non plus marcher. Il faut donc que quand il y a au niveau des institutions, au niveau des élus, au niveau des représentants des partis, et même dans les appareils, quand il y a des choses qui deviennent scandaleuses, qu'elles soient évidemment démasquées, il faut qu'elles le soient quand même avec respect. Parce que l'excès qui consiste à lyncher quelqu'un médiatiquement est contre-productif. Parce que bon, vous arrivez à quoi? À taper sur quelqu'un au lieu de développer MeToo, au lieu de développer les droits des femmes. Vous faites des petites polémiques qui deviennent vengeresses et qui à la fois liquident la personne concernée et qui à la fois détournent. Moi, j'ai vécu dans la Ligue communiste révolutionnaire dans les années 70, c'est le MLF, c'est le privilège des vieux, c'est d'avoir connu ça, où il y avait presque des... comment dire, des épurations. Alors, des militants s'étaient mal comportés. Mais après, il y avait la section qui disait non, ça s'explique, c'est pas sa faute. Ils sont en train de divorcer. Et puis l'autre section qui disait non, moi j'ai sa femme, c'est lui qui est un salaud. Et puis les deux sections étaient détruites à la fin. On n'avait pas avancé d'un gramme politique. On avait essayé de trancher dans les partis un problème de divorce. Qui est toujours délicat, ou souvent délicat en tout cas. Et j'ai peur que tout ça se soit catalysé, focalisé, concentralisé sur le cas que vous me citez, et qu'il détourne de la bonne voie. En gros, en un mot, je suis pour que ça soit réglé par le juge, comme ça l'a été. Je suis pour que ça soit réglé dans le parti qui peut faire, il doit faire au mieux, mais sans fétichisme, sans sanctuarisation. Et comment peut-on, quand on a été condamné à 4 mois avec sursis dans le cadre justement quand on a admis une gifle pour porter la cause des femmes, comme l'a fait déjà d'ailleurs Adrien Quatennens plusieurs fois. Il a été très vindicatif, il a été limite procureur sur ces sujets-là. Comment aujourd'hui peut-il être crédible alors qu'il a été condamné? C'est sûr que le défendre ne vient pas à l'idée de quelqu'un qui cherche une voie heureuse vers le social. Mais en même temps, dites donc, il y en a beaucoup comme ça dans ce cas-là. Tout à fait. Mais le problème de LFI, c'est que d'avoir été plus que procureur. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être procureur. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas chercher à faire la sainteté dans la gauche. Il faut faire le respect, il faut faire le mieux possible. Il faut qu'on travaille avec des humains, et ces humains reflètent la société. Et ces humains reflètent aussi leur classe sociale. Et arriver à focaliser, comme ça se fait là, il y a quelque chose de démoniaque, de fanatique qui s'inscrit et qui ne peut pas résoudre la situation. C'est pour ça que, comme tout le monde, je ne suis pas le seul à être mal à l'aise sur cette question. Et je répète, en défendant en premier, évidemment, les droits des femmes, en premier MeToo, et il n'y a pas de confusion sur ce sujet. Mais je trouve que les gens se fanatisent un petit peu de façon excessive. Après, moi, je ne suis pas juge, je ne connais pas la situation. Je suis respect de la vie privée. Je sais qu'il faut condamner évidemment, on ne va même pas parler de la violence conjugale systématique et criminelle. Mais je sais qu'il faut condamner, combattre, prévenir, éduquer, voilà, tout ça, que ce soit clair. Bien sûr. On va passer au chapitre suivant. Je voulais vous parler des grèves qui, évidemment, ont bercé votre enfance et qui ont préoccupé votre vie aussi. Je voulais votre sentiment pour savoir, quand régulièrement il y a des sondages sur les grèves, et ces grèves intervenant souvent la veille de Noël ou au moment du départ en vacances, elles ont tendance à être de plus en plus impopulaires dans les sondages d'opinion auprès des Français. Est-ce que le syndicalisme est toujours aujourd'hui une réponse au problème des travailleurs? Sans syndicat, t'as rien. Sans syndicat, t'es rien. Le syndicalisme... les Français, non. Attendez, parce que j'ai connu des syndicalistes suédois où il y avait 80% de taux de syndiqués,
Et il me disait, comment vous faites en France avec 8% de syndiqués pour faire tant de manifs, parce que nous, avec 80%, on n'y arrive pas. Donc, c'est pas Peut-être parce que l'approche de la négociation, parce qu'il y a de la division affrontement, syndicale, c'est comme dans la gauche. Quand il y a de la division, ça marche moins bien. Vous regarderez la syndicalisation en France, c'est 1935-36 quand il y a eu l'unité, 3 millions d'adhérents d'un seul coup. C'est quand, avant la scission en 45-46, parce que là, d'un seul coup, il y a 5 millions d'adhérents. Et le seul syndicat qui survit pendant plus de 30 ans, je vais vite, c'est la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, parce qu'elle acceptait en son sein les tendances, et que du coup, elle a gardé, c'était la motion Bonicel-Vallière pour les spécialistes de 1947, et elle a gardé l'unité pendant plus de 30 ans, et elle avait un taux de syndiqués parmi les enseignants qui était 80%. Mais malgré le fait qu'il y ait moins de syndiqués, parce qu'il y a plus de divisions, et que moi, quand je recevais des gens dans ma permanence, souvent, ils me disaient il n'y a rien dans mon entreprise. Vous n'avez pas un syndicat? Non. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aurais envie d'y aller. Alors, j'étais en mon rôle d'inspecteur. Je ne donnais pas le syndicat. Mais je disais, choisissez. Oui, mais je ne sais pas lequel. Et je ne fais pas de politique. Et le syndicat doit dépasser la politique. Le syndicat doit regrouper les gens, indépendamment de leurs idées politiques, religieuses, philosophiques, et il doit les rassembler sur une seule base. Vous êtes salarié, vous défendez vos droits de salarié, vous voulez l'augmentation de salaire, vous voulez un salaire net, vous voulez un salaire brut, vous voulez être respecté à votre travail, vous voulez avoir des délégués, vous voulez avoir une durée du travail et des heures supplémentaires payées. Eh bien, le syndicat fait ça. S'il n'y a pas le syndicat, il n'y a rien. Alors on m'a dit, oui, mais ça fait 20 ans que le syndicat n'a rien gagné. Parce que, bon, quand même, jusqu'en 2002, si, il a encore empêché le CEP de Villepin. Mais c'est la dernière, en gros, pas victoire, mais voilà. Et c'est vrai, mais c'est aussi parce que, du coup, les gens au pouvoir sont devenus beaucoup plus durs, beaucoup plus brutaux, et refusent de négocier. Oui. Vous ne croyez pas que je fais un hommage à Chirac, mais sous Chirac, il négociait. Ouais. Que ce soit au moment de Vaquet, que ce soit... On va arriver, sur Macron. Sarkozy, Hollande et Macron, ils ne négocient pas, quoi. Ils manoeuvrent, ils décident, ils claquent, ils trichent, ils divisent, ils mentent, mais ils ne négocient pas. Et le syndicat est dans une situation plus difficile. C'est pour ça que je pronostique qu'il va y avoir un autre mai 68. Parce que les gens vont se soulever parce que leurs syndicats ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils jouaient auparavant. L'autre jour, on a vu des artisans bouchers venir de province à Paris faire une manifestation. Alors, j'étais assez étonné je notais en les écoutant qu'ils parlaient au futur. C'est-à-dire, en fait, ils n'étaient pas venus pour manifester, ils étaient venus pour lancer un cri d'alarme en disant si l'électricité s'arrête, s'il y a des coupures, c'est nos chambres froides qui vont être, notre viande qui va être foutue. Il va falloir qu'on choisisse, il va falloir qu'on pourra plus faire les plats et servir de la viande, on n'aura plus l'électricité. Enfin bref, il y avait tout un tas de... Bon, on les a écoutés, on les a vus, ils sont repartis dans leur province. Et puis le même jour, vous aviez le préavis de grève de la SNCF qui expliquait que les contrôleurs voulaient le même tarif que les chauffeurs, etc. Est-ce que ça vous paraît pas un peu... Je dirais, ces grèves à répétition de la SNCF qui, dans ces moments de tension, dans ces moments de pénurie, viennent rajouter pour une chose qui, finalement, ne concerne que leur profession. Je ne veux pas dresser un travailleur contre un autre. Indirectement, mais moi, je veux vous dire qu'ils ont les mêmes intérêts. Parce que quand vous me parlez des bouchers, vous n'avez pas fini, il y aura d'autres gilets jaunes. Oui, je sais. Et quand vous parlez des contrôleurs... Les gilets jaunes ne viennent pas des syndicats. Parlez des contrôleurs, ce n'est pas les syndicats, les contrôleurs. Je vous fais remarquer que la CGT n'a pas appelé à la grève des contrôleurs. Parce que c'est un collectif des contrôleurs qui disent on en a assez, on en a ras-le-bol, et qui pensent, comme ce que j'ai dit précédemment, que les syndicats n'y arrivent plus, puisque le pouvoir est sourd, et donc il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Et bien je vous jure qu'il y aura des bouchers et des collectifs de contrôleurs. Il y en aura partout. Et quand vous regardez un certain nombre des grèves, c'est même plus les syndicats qui les font, ce sont les salariés qui s'organisent pour les faire. Et le fait que le pouvoir soit sourd, le fait que tout se dégrade, parce que, quand même, être clair, il y a 200 l'année dernière, l'Alternative économique vient de le dire, là j'ai dit la dernière coupe avant de venir vous voir, 205 milliards donnés aux entreprises. Dans 4 à 5 fois le budget de l'éducation nationale.
Les services publics, s'ils se dégradent. C'est-à-dire, si j'étais pour des raisons de santé à l'hôpital, j'ai vu ce qu'on voit dans les livres, je l'ai vu dans la vie. C'est-à-dire le gars qui part à 6 heures de chez lui, qui rentre à 21 heures le soir et qui a un salaire d'aide-soignant, hein, et puis qui court après pour essayer de bien faire au milieu de tout le monde et ceux qui souffrent. Bon, bah ça va craquer, cette chose-là. L'argent est pompé, il ruisselle jamais. Il est pompé. Donc vous avez les trains, ça fonctionne plus. Vous avez des retards, il y a des lignes qui manquent. Il y a plus de chauffeurs pour les bus scolaires. Vous avez les infirmières qui manquent partout et les profs. Donc comme ils pompent le fric, l'idée générale pour eux, c'est qu'il faut donner de plus en plus aux grandes multinationales parce qu'elles vont sauver le pays. Mais les grandes multinationales, qu'est-ce qu'elles font de l'argent? Elles vont le mettre dans les îles Caïmans ou aux Bermudes. Total a 19 filiales aux Bermudes. Alors après, ils disent, oh, on ne peut pas payer d'impôts parce qu'on fait l'argent à l'étranger, mais c'est comme ça que ça marche. Vous avez 600 milliards qui manquent à la France. Il y a 100 milliards qui manquent au Luxembourg. 15 000 Français, tout le monde sait les noms. Ça a été révélé par la presse. Hein. LuxLeaks, Pandora Papers, c'était 11 300 milliards de dollars sur l'ensemble de la planète. En Europe, c'est 1 000 milliards d'euros de fraude. Tout ceci assèche les gens. Parce que si vous avez un problème avec l'escalator dans le métro, souvent les gens font pas le lien. Mais le lien, il est évident. Si vous restez, comme ça m'est arrivé, 11 heures sur un brancard à l'hôpital, moi, je sais faire le lien, pas tous les gens. Alors parfois, les gens, ils disent, oui, mais c'est parce que lui m'a pris ma place, mais je suis arrivé avant lui. Bon, ça, c'est des réflexes humains, mais c'est pas le vrai fond. Le vrai fond, c'est que, comme il y a un assèchement de tous les services publics, de tous les hôpitaux, de toutes les écoles, etc., les gens ressentent ça. Et en plus, on va leur faire payer l'électricité, on va leur faire payer le gaz, ils vont pas pouvoir le faire, ça va avoir des conséquences sur leur boulot, leur entreprise va fermer, le petit commerçant pourra plus tenir. Et donc, tout ça vient du fait qu'ils ne redistribuent plus les richesses, mais qu'ils les captent, qu'ils les pillent et qu'ils les concentrent. Et donc, c'est ça qui rend les choses explosives. Les syndicats perdent du crédit parce qu'ils n'arrivent pas à empêcher ça. Parce que pour empêcher ça, il ne faut pas moins de lutte, il faut plus de lutte. Donc vous prédisez un nouveau Oui, mouvement je prétends. Oh, je l'ai prédit souvent dans ma vie parce que je pense que les mai 68, en gros, des crises de grève générale spontanées, puissantes. Comme les Gilets jaunes. Oui, eh bien ceci, c'est des phénomènes de régulation dans les sociétés quand ceux d'en haut exagèrent, ceux d'en bas n'acceptent plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se produit? Quand le mouvement démarre, etc., les gens cherchent des voies et reviennent dans les syndicats où vous n'y étiez pas, et vont parfois plus vite que les anciens syndicalistes, ou vont dans les partis politiques alors qu'avant, ils crachaient dessus. C'est ce mouvement-là que je crois nous allons avoir face à Macron. Et c'est ce que j'écris dans mon livre. C'était ma dernière question sur Emmanuel Macron. Ouais. Vous pensez que, là, il vient d'être reconduit, les Français l'ont réélu. Qu'est-ce que vous trouvez de différent dans sa façon de faire de la politique, dans son rapport avec les Français, par rapport à ses prédécesseurs? Est-ce que C'est un fanatique étroit. Donc, pour vous, il est différent de parce que François Hollande. Les autres avaient été passés, même Hollande était passé par ils avaient été élus à Tulle, ils avaient connu, ils avaient fait des trucs sur le marché, ils avaient fait des meetings, ils n'étaient pas choisis dans le sérail par le MEDEF, par la banque et par une poignée de hauts dirigeants de la finance. C'est le cas de Macron. Voilà. Et donc ce gars-là, il a des racines sèches. Quand je dis c'est un fanatique étroit, c'est ça que je veux dire. Et donc il n'aurait aucune expérience. En fait, ce qui pêcherait, ce serait son absence d'incarnation c'est pas un humain, c'est un drone. Dans la France. C'est un drone. Sarkozy, il y a quelqu'un qui le fait produit bouger. des Hauts-de-Seine, comment enfance compliquée, Hollande un peu ratsoc, Tulle, là, Chirac, la Corrèze. Oui, mais vous dites tout là, oui, c'est vrai. Mitterrand, les Landes. Le problème du macronisme, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle 2054. Oui. C'est une dystopie. Mais moi, c'est pas comme 1984, pour que je sois un admirateur d'Orwell. Pour moi, c'est un livre optimiste. Je ne prédis pas un monde vaincu sous la terreur. Non, je prédis un monde où le socialisme aurait vraiment gagné, c'est-à-dire qu'il serait démocratique. Alors, comment je vois la naissance de ça? C'est 2024. 2024, il y a un mai 68. Et dans ce mai 68, il se passe tout ce qu'on connaît déjà un peu, les grèves, la génération des grèves, l'obligation de négocier, la secousse, le régime qui ne tient plus, il va falloir des élections. Et puis il y a des fanatiques d'extrême droite identitaires qui sont dans des yachts, parce qu'ils séjournent là,
Et puis les gens à La Rochelle viennent manifester devant eux. Et ces gars-là ont des flingues et ils tirent. Ça fait un soulèvement dans tout le pays qu'un tel événement se produise. Et évidemment, ça radicalise tout le monde. Et alors, les organisations comme de la NUPES, vous savez, elles ont un programme. Dans le programme, il n'y a pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Laurent Berger défend ça lui aussi, hein, c'est le programme de la CES. Et quand dans mai 68, que je situe en 2024, se produit, les organisations disent « Ah oui, ça suffit, le pillage des riches, Arnaud, machin, etc. Pas plus de 20 fois le SMIC. » Et les gens, spontanément, disent « Non, pas plus de 10. » Et comme il y a eu un MeToo, que j'admire, il y a un mouvement « Balance ton riche ». Mais un mouvement d'opinion absolument profond. C'est plus possible d'avoir un SDF et d'avoir un gars qui a 3 yachts, 5 villas. Plus possible. Donc la volonté populaire devient telle que, en gros, le changement de conscience permet de redistribuer les richesses dans les 2 décennies qui suivent. Mais je transpose 12 personnes de 2024 à 2054. Ils sont reçus par 12 personnes du gouvernement de 2054 qui sont de gauche. La présidente du conseil est une femme, qui est une sage-femme d'origine. Et ils se présentent les uns des autres, ils expliquent ce qu'ils ont fait, ce qui permet d'expliquer le programme de ce qui se passerait dans les transports, ce qui se passerait dans la santé, ce qui se passerait dans l'école, ce qui se passerait... Ça fait passer un programme à mes yeux, parce qu'au début, c'est mon fils, il m'a dit « Papa, t'as jamais écrit sur le socialisme ?» Les bras m'en sont tombés, ça fait 60 ans que j'écris sur le socialisme. Alors j'ai trouvé un moyen, avec cette dystopie, de le faire passer. Et donc, les 12 de 2054 racontent aux 12 de 2024, et le pitch final, c'est, ils disent « Mais pourquoi vous nous avez raconté tout ça ?» Parce qu'on vous renvoie en 2024, c'est vous qui allez le faire. Alors, il faut que je finisse ce livre en 2023, vous comprenez? Bien sûr. Mon éditeur me le prend pour 2024, et je voudrais, je ne sais, je serai sûrement pas là en 2054, mais donner l'idée d'un monde où le socialisme puisse être démocratique, et où, en fait, le partage des richesses se soit effectué. Et on arrive au paradis des travailleurs. Paradis total, parce que c'est le salariat faisant 88% des actifs, en fait, quand il pousse, il libère tout le monde. Il n'écrase pas les 12%, il libère tout le monde. On arrive à des salaires mieux distribués, on arrive à des conditions de travail meilleures, on arrive à limiter la durée du travail. Parce que les gens ils disent ouais, tu veux aller vers 32 heures, tu rêves. Non, ça sera un jour 28 heures. Parce que le développement des technologies fait que les gens sont capables de faire ça en 4 jours, et qu'à partir de ce moment-là, le loisir, les activités, l'humanité s'émancipe, elle n'est plus seulement aliénée par le travail, les accidents du travail, la souffrance, le droit à respecter, les gens sont considérés, et normalement, tout le monde est plus heureux. On me dit, oh, tu rêves. Non, je rêve pas, je milite. Merci Gérard Filoche pour ce moment. On aurait aimé passer un peu plus de temps, mais on est contraint. Merci à nos auditeurs pour nous avoir suivis. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande interview.